entreprise sur Radio Comics de lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à posséder, les 100 comics à avoir lu, les 100 comics à ranger dans la bibliothèque idéale, les 100 comics que je vous recommande pour une culture comics mainstream de qualité, des comics qui vous feront bien plaisir à lire évidemment, et des comics qui bien sûr font partie de ces comics dont vous serez heureux de parler lors des dîners en ville et qu'il faut absolument avoir lu pour sa culture générale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bombe atomique, d'un comics qui a tout ravagé au napalm quand il est sorti. Il s'agit des X-Men de Chris Claremont et Jim Lee, des épisodes sortis en 1991. À l'époque où Jim Lee était déjà une superstar, il est la plus grande star des comics encore aujourd'hui, et avant de faire Batman, avant de faire Superman, avant de faire la Justice League et avant de faire Suicide Squad, il a dessiné les premiers numéros de la nouvelle série X-Men lancée en 1991. Chris Claremont, ça a été le scénariste des X-Men des années 80 et 90. Il a accompagné les plus grandes sagas. C'est lui qui a créé ou qui a mis en scène les X-Men tels que nous les connaissons, avec des sagas cultes comme la saga du Phénix Noir ou Inferno par exemple. Il a tellement donné aux X-Men, il a raconté les plus belles heures de ces personnages au fil des plus de 10 ans sur lesquels il a passé, sur les X-Men. Je crois que c'est 16 ans en tout, c'est totalement fou. Il a quitté les X-Men, mais son souvenir et sa mémoire ont toujours fait de lui le plus grand scénariste des X-Men, et je pense que ce titre ne le sera jamais retiré. Chris Claremont, il a toujours eu les meilleurs dessinateurs. On pense évidemment à Dave Cockrum, on pense à John Byrne, à Paul Smith, à John Romita Jr., à Barry Windsor Smith, des générations entières de dessinateurs. Voilà, les dessinateurs numéro 1, ils étaient sur les X-Men de Chris Claremont. La série n'a eu de cesse de gagner des lecteurs. Vous savez, les X-Men, ça a été lancé en 1963, dans une série qui s'appelait X-Men à l'époque, qui a été renommée Uncanny X-Men. Par la suite, cette série, elle s'est arrêtée au bout d'une quarantaine d'épisodes parce qu'elle ne marchait pas. Et donc, il y a eu des rééditions pendant longtemps. Donc, il y a des numéros qui existent en double dans la continuité. Et puis, à la fin des années 70, c'est Chris Claremont qui arrive et il reprend la série. Il la relance, les ventes sont faibles parce que les X-Men ça plaisait pas, il change tous les membres sauf Cyclope, et il arrive à construire quelque chose de fabuleux. Pendant 10 ans, il arrive à tisser un lien avec le lecteur, et chaque mois, il y a des milliers, je dis bien des milliers de nouveaux lecteurs qui viennent se greffer et qui veulent découvrir. Pourquoi? Parce qu'on en parle dans les cours d'école, parce que c'est le comics à lire et parce que c'est tout simplement palpitant et génialissime. Je vous l'ai dit, les plus grands dessinateurs se sont succédés sur les X-Men. Récemment, évidemment, ça a continué. Stuart Immonen, Mahmoud Asrar, des gens comme Pepe Larraz, Hervé Silva, etc., qui ont Lénine Francissiou et j'en passe, qui ont travaillé sur les X-Men. Et dans les années 80 et à la frontière des années 90, nous avons vu arriver non seulement Marc Silvestri, le légendaire, qui partira ensuite sur Wolverine, puis créer son propre studio chez Image Comics avec Topco, Cyberforce, Witchblade, Darkness, mais il y a Jim Lee. Jim Lee qui arrive. Jim Lee qui est là pour tout péter, et Jim Lee qui fait partie de ces phénomènes. Il est jeune, il est talentueux, il sait tout dessiner, et en quelques années, il va devenir le patron, le taulier. Il va prendre la suite, certains diront la place, mais ce n'est pas vrai. Marc Silvestri avait dessiné les X-Men pendant plusieurs années, il voulait passer à autre chose. Jim Lee n'a jamais pris la place, il a pris la suite de Marc Silvestri, et il est arrivé sur la série principale Uncanny X-Men. Là, les ventes se sont affolées, on est passé à des centaines de milliers d'exemplaires vendus, c'est-à-dire pour une série qui avait été quelques années plus tôt annulée, et bien d'un coup, ça devient le comics numéro 1. Marvel met tous ses moyens là-dedans, la série devient culte et nous propose des épisodes absolument fabuleux par un Jim Lee qui casse tout sur son passage et nous régale. Alors, l'ensemble de ces épisodes de Marc Silvestri et Jim Lee sont édités aux États-Unis dans deux omnibus dans lesquels on trouve aussi d'autres dessinateurs comme Rick Leonardi. Les premiers numéros de Jim Lee sont absolument fabuleux. On se souvient de la transformation de Psylocke,
du mandarin, on se souvient de ces épisodes cultes. À l'époque, on avait tendance à croire que Jim Lee était un dessinateur, on va dire mensuel, hein, qui est capable de faire 22 pages par mois, mais on remarque quand on lit ces épisodes que il faisait 3 épisodes, puis Marc Silvestri faisait 3 épisodes, et puis voilà, il y avait des fill-in, mais en fait il faisait pas tout le temps à la suite. Évidemment, Jim Lee a continué. Il y a une saga cosmique absolument fabuleuse sur la série Uncanny X-Men toujours. Hein. On n'est pas encore en 1991. Des épisodes cultissimes que vous avez lus dans les pages de Special Strange et qui ont maintes fois été réédités. J'ai la chance d'avoir ces 2 omnibus qui sont absolument fabuleux et qui retracent l'histoire des X-Men, des épisodes cultes, jusqu'à évidemment ce souhait de capitaliser sur le succès. À l'époque, les comics vivent une époque totalement dorée. Les chiffres sont excellents, les ventes sont incroyables, aidées par d'abord le fait qu'il y a une génération d'auteurs qui a tout pété, que ce soit Rob Liefeld sur la série X-Force, c'était pas Uncanny X-Force à l'époque, c'était X-Force, Todd McFarlane sur Spider-Man, des gens comme Miles Portaccio, des talents, tous ceux qui ont créé Image Comics en fait. À la suite de ça, ce sont des auteurs qui ont tout pété et d'un coup, il y a eu un engouement pour les comics parce que c'est venu des artistes et qu'il y a vraiment une génération d'auteurs qui étaient au-dessus du lot et qui sont devenus des superstars. Ils sont passés à la télé, ils ont fait de la pub à la télé. Rob Liefeld a fait une publicité pour Levi's, c'est quand même hallucinant pour les jeans Levi's. Et puis ils ont créé Image Comics ensemble et qui a été également un phénomène. Mais la superstar, c'était Jim Lee. Jim Lee, c'est la superstar de la série X-Men. Il y avait beaucoup de X-Men à l'époque et Marvel a eu l'idée, plutôt que d'avoir une série X-Men, d'en avoir 2. Donc la série Uncanny X-Men a continué, dessinée par le fabuleux Miles Portaccio, et Marvel, en 91, lance X-Men numéro 1, non seulement avec Jim Lee et Chris Claremont, mais en plus avec des variantes covers, ce qui était hyper rare à l'époque. Et ce qui a fait que on s'est retrouvé avec des couvertures magnifiques et surtout un contenu absolument taré. C'est aussi l'époque de la spéculation, des gens qui soit venaient de la bourse, de Wall Street, soit qui venaient d'autres types de collections. Vous savez, les gens qui collectionnent aux États-Unis les cartes qui ne sont pas ni des cartes Pokémon ni des vignettes Panini, c'est un peu entre les deux. Ce sont des cartes en carton, grandes comme ça, voilà, j'en ai là, regardez, hop, des cartes comme ça. Et bien, ces cartes-là, il y en a sur le baseball, il y en a sur le football américain, il y en a sur le basketball, et vous avez les stats de la saison précédente des joueurs. Et ces cartes-là, c'est une tradition américaine, il y a des boîtes comme Topps par exemple qui se sont spécialisées là-dedans. Eh bien, il y a des cartes qui peuvent valoir très cher. Si vous la faites signer par le sportif en question, elle peut évidemment devenir encore plus rare, donc encore plus chère. Et donc il y a des gens qui ont décidé de spéculer sur des comics. Et donc du coup, ils ont commencé à acheter des comics et faire un numéro 1 à l'époque, alors que c'était pas chose commune, de Spider-Man, de X-Men, tout comme il y a eu un numéro 1 de Spider-Man, c'était un peu une petite révolution. Un nouveau point d'entrée, un nouveau numéro 1, un nouveau titre et un nouveau comics avec les X-Men et un nouveau départ avec le fantastique Jim Lee. Et donc on s'est retrouvé avec ce numéro 1 et qui a été un succès phénoménal. Alors, regardez la couverture qui se dépliait sur plusieurs numéros. Il s'est vendu, accrochez-vous bien, 8,5 millions d'exemplaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 8,5 millions de lecteurs. Il y a des gens qui les ont achetés, qui les ont mis sous plastique, sous vide, pour pouvoir les revendre, pensant que ça allait devenir comme un Van Gogh et que ça allait coûter 44 millions d'euros quelques années plus tard. C'est totalement pas ce qui s'est passé, vous le savez. Il y a des spéculateurs qui l'ont acheté, il y a des gens qui ont acheté les 5 couvertures, donc du coup, ça fait évidemment un coefficient multiplicateur assez intéressant. Il n'y a jamais eu 8,5 millions de lecteurs, mais c'est quand même le comics que Marvel a vendu à 8,5 millions d'exemplaires. Je raconte souvent cette anecdote. Quand j'étais aux États-Unis en 2000, donc 9 ans après, j'étais allé dans une boutique qui avait fermé, une boutique de comics qui était en train de fermer, et pour 30 ou 40 $, je ne me souviens plus, on pouvait prendre un énorme carton de comics, les long box, hein, ce qu'on appelle, et je l'avais rempli. Et donc j'avais le droit de parcourir, j'avais le droit de prendre tout ce que je veux, et j'avais juste donné 30 $ ou 40 $, c'était taré. Et c'est à ce moment-là que j'ai racheté ce numéro 1 des X-Men, parce que du coup il était pas cher, et ça c'était quand même super cool. Et du coup, ils en avaient des centaines. Et en fait les boutiques en ont commandé beaucoup, beaucoup trop, donc évidemment tout n'a pas été vendu, mais ça a quand même fait un énorme phénomène, et Marvel a facturé, et Marvel a tout gagné à l'époque. À l'époque, Marvel n'appartenait pas à Disney, comme vous le savez. La série a été lancée avec 8,5 millions d'exemplaires. En France, c'est sorti, vous savez, il y avait des versions intégrales chez Semic. Ils ont décidé de ne pas le sortir en version intégrale, de créer un nouveau format où il y avait 3 ou 4 numéros dedans, avec un dos carré, c'était souple et c'était pas très cher. Et alors là, on en a pris plein les mirettes, si vous voulez.
on s'est pris une claque énorme parce que Jim Lee, qui nous avait déjà prouvé l'étendue de son talent sur ce qu'il avait déjà fait par ailleurs, nous régale avec un épisode, premier épisode de folie, avec la mise en scène de tous les X-Men qui vont composer l'équipe, et pas que, parce qu'il y a les deux équipes qui sont représentées dans ce premier numéro. Il y a aussi l'équipe d'Uncanny X-Men. On voit tous les personnages magnifiés, absolument sublimissimes, dessinés à la perfection dans des aventures épiques. Il y a de la vie quotidienne des X-Men, il y a de la bagarre, il y a de l'humour, il y a tous les ingrédients qui font de ce comics un très très grand comics. C'est le haut du panier, c'est le top du top, c'est la chose la plus incroyable qu'on ait vue à l'époque. Je me souviens, c'est arrivé en 1992, donc c'est totalement taré, 1992. Donc j'avais 16 ans à l'époque, et quand j'ai pris ça en pleine poire, eh bien j'ai véritablement été ébloui, totalement ébloui par la beauté et par le travail réalisé, par le magnifique travail de Jim Lee qui était vraiment au sommet de son art. Alors l'édition que je vous présente, c'est une édition en must-have, hein. Vous savez, c'est cette collection qui coûte à peu près 15,99 pour les moins chers des albums, avec ce bandeau là qu'on reconnaît bien, et ça c'est une version qui a été recolorisée. C'était pas les couleurs de l'époque, et dans cette version qui s'appelle Genèse Mutante 2.0, les couleurs ont été remises au goût du jour, et ça c'est plutôt pas mal, et on se réjouit bien sûr d'avoir ces belles couleurs qui mettent vraiment le travail de Jim Lee en lumière, et qui montrent que ce comics n'a pas vieilli et que c'est toujours aussi fabuleux. C'est un comics qui s'est vendu partout dans le monde à des millions d'exemplaires, c'est un comics qui a vraiment tout changé, c'est ce qu'on a de plus beau. Alors Jim Lee est resté après sur d'autres numéros, je crois qu'il est parti autour du 12 ou 13e numéro de la série. Chris Claremont ne fait que les 3 premiers numéros. Le dessin de Jim Lee qui produisait ces 22 pages de façon mensuelle, va petit à petit être un peu moins bon. La suite du run est un peu moins bon. Dans ce premier tome que vous avez là, vous avez les 7 premiers numéros de Jim Lee sur la série, et c'est totalement taré de voir ces 7 premiers numéros qui sont absolument fabuleux, absolument magnifiques. Je viens de vous montrer un dessin, voici les anciennes couleurs, voilà, c'est la même page que je viens de vous montrer, et les anciennes couleurs étaient un petit peu moins bien. On va faire un petit comparatif là sur une des premières pages. Je vais vous faire un petit comparatif, comme ça vous allez pouvoir admirer. On va prendre une page, voilà, on va prendre cette double page qui est hyper iconique. Vous allez pouvoir vous-même vous faire un avis, puisque les deux versions existent. Mais voilà, donc ça c'est la version de 1992 avec des couleurs hyper flashy, et dans la version retravaillée sortie il y a quelques années, nous avons une version un peu comme ça. Pourquoi c'est un des 100 comics de l'histoire, et pourquoi c'est un des 100 comics que je vous recommande? C'est tout simplement, je vous l'ai dit, graphiquement parfait. C'est l'aboutissement de 15 ans de travail pour Chris Claremont. C'est une apothéose, c'est un feu d'artifice, c'est un bouquet final. C'est les derniers épisodes de Jim Lee sur les X-Men, qui après quittera pour créer Wildstorm. Il reviendra chez Marvel pour faire les 4 Fantastiques, puis il se fera racheter par DC Comics, et donc il travaillera exclusivement pour DC Comics dans les années qui suivent. C'est un magnifique, je dis bien magnifique ouvrage, et c'est ce qu'on a fait de mieux dans les X-Men. Je comprends les nostalgiques dont je fais partie qui vous disent qu'on n'a jamais fait mieux, et pour moi c'est une balle totale. Ça existe dans énormément de collections, vous pourrez le trouver très facilement, mais c'est un bouquin qu'il faut avoir dans sa collection, parce que c'est tout ce qu'on aime dans les comics, du très beau dessin, des scénarios d'exception, et surtout du super-héros et du comics et du X-Men fait de la meilleure des façons, avec passion, avec talent, avec un artisanat et avec la plus belle production possible. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont réunis pour en faire le plus beau des albums. Voilà pourquoi je vous recommande ce X-Men Genèse Mutante 2.0, les 7 premiers numéros de la série de 91, vendus à 8,5 millions d'exemplaires aux États-Unis. C'est un phénomène, et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Ne passez pas à côté de cette perlouse. Je vous dis à très bientôt, et je vous dis merci beaucoup. Salut.